contre à Christian Brun-Buisson. Alors le contre l'isolement, contact, oui, des BMR. Contact, standard, non, contact. Les porteurs de BMR, hein, on est d'accord. Donc je veux préciser quand même, parce qu'il a dit rapidement ça, bon, on parle des BMR endémiques là, hein, d'accord. Alors, Monsieur Lucet, qui est sûrement, enfin qui est d'une génération précédente à la mienne, est sûrement un adepte de l'evidence-based medicine. Donc il faut que je lui rappelle quelques éléments d'evidence-based medicine. Mais je voudrais juste commencer par un éditorial d'une de nos autorités en matière de lutte contre l'infection nosocomiale, M. Dick Wenzel, qui a déclaré en mai 2013 que l'affaire était entendue. C'est terminé, on ne fait plus. Alors c'est vrai, il y a du pour et du contre, ce qu'on appelle les précautions standards ou l'action de type horizontal versus le vertical où on va chercher le malade porteur pour l'isoler. Voilà, il y a un peu de pour et du contre, mais enfin quand même vous remarquerez que pour ce qui est du standard horizontal, c'est bon pour tout, les sensibles comme les résistants, on les oublie souvent les sensibles. Mais après tout, peut-être bien qu'ils causent plus d'infections que les germes résistants. Et c'est vrai quand même que quand on regarde ce que disent les recommandations et l'analyse faite par le CDC et l'ICPAC aux États-Unis, on ne peut pas savoir vraiment à quoi servent ces mesures de dépistage et d'isolement, parce que dans tous les papiers qu'on nous décrit, il y a 7-8 interventions différentes et on ne sait pas ce qui revient à l'une ou l'autre. Et donc à l'époque, c'est pas si vieux que ça, 2006, ils avaient dit bon, ça suffit maintenant de toutes ces études observationnelles, il faut faire des études avec des designs solides. Et ils faisaient allusion à la fameuse étude sponsorisée par le NIH sur laquelle on va revenir. Alors je voudrais donc vous dire que en matière d'hygiène hospitalière, jusque vers les périodes 2006 justement, et Jean-Christophe a montré ce papier, et celui-là en fait partie de ces nombreuses études observationnelles qui vous expliquent qu'en effet, il n'y a que quand on met en place le dépistage et l'isolement que finalement on arrive à contrôler les SARM. Bon. Et donc depuis, il y a eu quelques études d'une méthodologie un peu plus consistante. En particulier, ça a commencé en 2005 par l'étude des Anglais, Cepeda et collaborateurs, qui ont dit on va tester l'isolement et la mise en place du isolement cohorting, regroupement donc des patients porteurs de SARM, et puis on fait l'étude randomisée en cluster, et puis il n'y a pas de différence du tout. C'est ennuyeux. Alors, bon, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a un problème dans cette étude qui a été souligné par certains, dont moi, qui était que la compliance avec l'hygiène des mains était un petit peu modeste, en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Mais, enfin, le message était néanmoins là. Alors, ensuite, nous avons eu ces deux grandes études. Je vais passer un tout petit peu, mais il faut revenir sur ces deux grandes études publiées simultanément, donc quelques années plus tard, 2011, vous voyez, on a progressé rapidement, et nous avons l'étude des vétérans d'un côté, à gauche, et à droite, le STAR ICU Trial. Alors le STAR, c'est celui qui était sponsorisé par le NIH, très attendu et demandé par le CDC et ICPAC. Donc d'un côté, nous avons 150 hôpitaux, et de l'autre, 18 réanimations. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais l'étude des vétérans est méthodologiquement pas meilleure que les autres d'avant, tandis que celle du STAR ICU est une étude méthodologiquement solide du type cluster randomisé. Bon, alors, Jean-Christophe, je vais passer rapidement. Il y a des résultats extrêmement impressionnants. Vous voyez, 62% de réduction du taux d'infection à SARM. C'est quand même tout à fait considérable pour les réanimations. Ça n'est que 45% pour le secteur de non-réanimation.
Et en même temps, en effet, il l'a dit, il y a une réduction du taux de transmission de SARM de 3,02 à 2,50. Alors, si vous regardez 2,50 sur 3,02, on est très très loin de 60%. Et donc ça a choqué quand même beaucoup de gens, dont notre ami Mark Bunten et son groupe, qui du coup se sont offerts un papier critique dans CID pour dire que les résultats de cette étude ne sont pas crédibles. Alors c'est pas qu'ils sont faux, ils ont baissé leur taux de SARM, mais dire que, comme c'est présenté dans le papier quand même, il faut être honnête, dire que comme dans le papier c'est lié à la mise en place du dépistage et de l'isolement des SARM, c'est inexact. Mais Jean-Christophe a dit en effet qu'il y avait probablement pas mal d'autres choses dans cette intervention qui était très probablement multifacette, mais pas vraiment décrite dans le papier. Et en tout cas, une fois de plus, c'est la méthodologie qui est un problème, et on ne peut pas dire dans quelle mesure cet dépistage isolement a contribué aux résultats observés. Alors après, nous avons effectivement le STAR-ICU, et le STAR-ICU, c'est, voilà, on fait du dépistage, du SARM et du VRE, et puis on va isoler les uns, et puis dans les autres, on fait du standard, c'est-à-dire qu'en pratique, le standard, c'est on isole les malades qui sont seulement connus, point. On ne fait pas de recherche spécifique du type vertical. L'ennui de cette étude, c'est qu'il y avait une espèce d'attitude d'isolement préemptif des malades, avec notamment l'usage beaucoup des gants. Mais enfin, voilà, le résultat global, c'est qu'il se passe effectivement strictement rien. Enfin, il y a des petites fluctuations comme il se doit, mais en pratique, il n'y a aucune espèce de baisse du côté des malades qui sont mis en isolement et dépistage isolement, que ce soit pour les SARM ou pour les VRE. Et si même il se passe quelque chose, c'est plutôt que ça monte. C'est quand même très 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 ennuyeux de voir ces résultats. Alors on peut critiquer, ils n'ont pas tout bien fait, oui bien sûr ils n'ont jamais tout bien fait, mais qui est capable de faire 100% d'observance de l'ensemble des mesures préconisées par les grandes sociétés savantes? Personne. Alors par ailleurs, il est vrai que les résultats de cette étude ont été confortés d'une certaine manière par un papier qui est récemment paru il y a quelques mois dans le JAMA et qui teste de nouveau la mise en place sans dépistage vraiment, mais on va mettre en isolement en gros tous les malades avec l'usage de blouses et de gants. Et vous avez peut-être vu que ce papier montre qu'en effet, l'usage systématique de ces deux mesures ne permet pas de réduire de manière significative par rapport à des précautions, on va dire, standards. Et puis enfin, il faut parler de ces deux études plus récentes, l'une qui est sur la décontamination cutanée des malades par la chlorhexidine, les toilettes à la chlorhexidine, l'étude de Climo, donc 2013, dans laquelle il y a une réduction des taux de SARM et de l'ensemble des bactériémies. Et pourquoi il faut en parler? Je passe rapidement, parce qu'elle revient dans l'étude suivante, qui, elle, est plus directement dans le sujet. L'étude de Wang et collaborateurs, supportée par le CDC, s'il vous plaît, et qui donc va tester dans une méthodologie d'essai randomisé en grappes, de nouveau, 3 groupes, avec dépistage isolement, et puis décolonisation avec la chlorhexidine comme précédemment, mais aussi la mupirocine pour les porteurs de SARM, mais ciblé sur des malades dépistés porteurs, et puis un troisième groupe dans lequel on fait de la décolonisation universelle. Et donc ce qui montre dans ce papier, avec ces superbes petites bulles là, qu'on voit ici, c'est qu'il y a une réduction qui n'est significative finalement sur les cultures que dans la stratégie dite universelle, ainsi que des bactériémies pour tous les pathogènes, même si pour le SARM c'est à la limite de la signification.
Et donc le message de cette étude, qui ont été discutés dans l'éditorial donc avec lequel j'ai ouvert cette discussion, est qu'il n'y a pas d'efficacité du dépistage et isolement, en tout cas pour ce qui est du SARM, qui est quand même le modèle de la bactérie multirésistante endémique qui nous sert beaucoup dans ces discussions. Donc il n'y a pas d'efficacité. Alors il y a quelques limites qu'on pourra discuter, et je souligne qu'en effet nos amis d'Israël, le groupe de Carmeli, ont souligné oui, mais quand même pour les BHRE, c'est pas pareil. Donc la bactérie émergente. Ok, dit Wenzel, ok, oui, c'est vrai pour les outbreaks, les bactéries émergentes, ce qui est une situation similaire à celle des épidémies ou des outbreaks. On est d'accord, ok. Mais pour le contrôle des bactéries multirésistantes endémiques, eh bien, nous maintenons que ça ne sert à rien. Et donc, il dit, mais il y a quand même la question finalement la plus importante qui reste, c'est si on est dans une situation d'utilisation optimale, entre guillemets, des précautions généralisées standards en pratique, est-ce qu'il y a un effet, il y a un effet additionnel de dépistage isolement? Et donc c'est la réponse qui est apportée par l'étude Mozart, donc que nous avons récemment publiée dans cette Infectious Disease, et qui dit que sur une étude qui était aussi une étude qui comparait donc avec un dessin en cluster et en série temporelle, le dépistage isolement, avec la particularité qu'il s'agissait justement là, contrairement à toutes les études en pratique, de l'ensemble des bactéries multirésistantes, c'est-à-dire les SARM, les entérocoques résistants à la vancomycine et les bacilles gram-négatifs multirésistants. Et donc en effet, je passe là-dessus. Voilà, bon, alors c'est vrai qu'on n'est allé que jusqu'à 77% d'observance d'hygiène des mains. Je prie de me pardonner, Monsieur Lucet, ça n'est que 77%, c'est vrai. Enfin, c'est pas si mal. Juste, il a suggéré perfidement que c'était parce qu'on observait les malades, mais je lui fais observer quand même que dans la première période où il y avait aussi audit et feedback au personnel, il n'y a pas d'augmentation de l'hygiène des mains. Donc voilà, bon, peut-être qu'il y a eu un effet des audits, mais enfin il n'était pas immédiat en tout cas. Alors, toujours est-il que ce que cette étude montre, c'est que il y a une réduction effectivement de l'acquisition de l'ensemble des bactéries multirésistantes pendant cette période où l'amélioration de l'hygiène des mains est sensible, et qu'en fait dans la troisième période où il y a introduction du dépistage et de l'isolement, que ce soit par les techniques standards ou des techniques de biologie moléculaire, il n'y a pas d'amélioration de réduction du taux d'acquisition, et en fait ils ont plutôt tendance à augmenter aussi. Il y a aussi une tendance, donc je passe sur ces résultats détaillés, mais il y a aussi une tendance à l'augmentation de la durée de séjour pendant la troisième période, donc où on fait dépistage isolement des malades. Et vous savez bien, comme c'est compliqué de faire sortir les malades de réanimation, quand jamais on dit qu'ils sont porteurs d'une sale bête. Alors, M. Lucet a contribué à écrire, il nous a fait l'amitié de nous écrire un éditorial là-dessus avec son collègue Zahar et Timsit pour dire que oui, bon, d'accord, mais enfin, il y a, bon, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec les antibiotiques dans cette étude, qu'on ne sait pas bien quel est l'effet de la chlorhexidine qui était utilisée de façon routinière versus l'hygiène des mains. Oui, on peut dire ça, mais on peut aussi observer que l'amélioration et la réduction de la transmission suit l'amélioration de l'hygiène des mains et non pas l'introduction de la chlorhexidine. Enfin bon, alors, oui, il y a quelques risques à l'isolement. Jean-Christophe a dit l'étude de Stelfox, c'est mauvais, tout ça. Bon, ok, c'est mauvais, mais enfin, il y a quand même des éléments qui sont un tout petit peu inquiétants en termes de taux global d'effets indésirables, comme on le voit ici, et d'ailleurs d'effets qui sont jugés comme étant évitables. Et puis, oui, il y a aussi l'étude du groupe Aucomrea qu'on a vu récemment. Alors peut-être que
Enfin bon, on sait bien que les docteurs, et parfois même les infirmières, mais beaucoup moins, hésitent à aller mettre les blouses, les machins, tout ça, pour aller voir les malades qui sont isolés. Bon, donc il y a un petit risque sûrement quelque part. Donc voilà, les précautions standards, oui, bien sûr, c'est pas très différent des nouvelles recommandations en termes d'isolement. Je suis d'accord sur le fait que dans les précautions standards, en fait, il devrait y avoir en réanimation la chambre individuelle. Bon, je pense qu'un jour, on va arriver à dire ça. Et puis voilà, le reste, c'est du folklore.